sur le podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open9 Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'Open9 Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées d'applications logicielles afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, je m'entretiens avec Cyril Chaïb, président fondateur de Dialecta, pour savoir à quelle étape il est judicieux d'évaluer l'utilisation des services d'une agence marketing pour le développement de son produit. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Cyril Chaïb, président fondateur de Dialecta. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu? Écoute, ça va super bien. Merci, Jonathan, de m'accueillir sur ton podcast pour une deuxième fois. Ben oui, on se sent extrêmement honoré parce qu'effectivement, c'est la deuxième fois que Cyril vient avec nous discuter de l'aspect marketing pour le développement de produits. Je vous réfère à l'épisode numéro 13 où on parle de growth hacking et le titre est Growth hacking plus qu'un buzz. On donne des exemples extrêmement concrets que vous pouvez utiliser dans votre développement de produits. J'ai eu d'extrêmement bons commentaires sur cet épisode-là. Je suis convaincu que l'épisode qu'on enregistre aujourd'hui ensemble risque de rivaliser avec l'épisode numéro 13. Je le souhaite. Donc, on met la barre haute. Aujourd'hui, on parle de à quel moment ça vaut la peine de faire affaire avec une agence de marketing pour commercialiser son idée. Parce que, oh mon Dieu, j'ai vu trop souvent des gens fort probablement faire des erreurs là-dessus et surtout faire des erreurs peut-être de ne pas choisir le bon partenaire pour travailler là-dessus. Donc, on va se promener. Ça va être plus sous forme de discussion entre Cyril et moi pour essayer de vous aiguiller, vous donner des conseils, vous donner un petit peu aussi le behind the scenes également, qu'est-ce qui se passe en arrière du rideau des fois qui peut être opaque d'un partenaire marketing. Mais ça va être, je pense, intéressant de discuter ensemble. On avait comme philosophie également, ou plutôt vous avez comme philosophie chez Dialecta de souvent dire non à des clients. Donc, leur dire qu'ils ne sont pas prêts de faire affaire avec une compagnie marketing, alors que vous voyez souvent d'autres compagnies qui vont dire « Oui, venez-vous-en, on prend votre argent, on brûle les dollars. » Et là, toi, tu dis « Cyril, faites attention, c'est problématique à ce niveau-là. » Entre autres, dans une discussion qu'on avait ensemble, c'est qu'il y a beaucoup de subventions dans le marché présentement qui aide les entreprises à faire affaire avec une compagnie de marketing. Et là, ça devient, Cyril, je pense, extrêmement tentant pour les gens de dire, on prend cet argent-là, on la met dans la machine avec un partenaire, puis des fois, les gens font pas attention à ces sous-là, même si eux-mêmes, faut que je pense qu'ils en mettent une partie des dollars. Je pense que tu as vu des cas, Cyril, de ton côté qui sont problématiques là-dessus, là. Oui, une des forces de l'économie au Québec et au Canada, c'est qu'il y a énormément de subventions. Donc, c'est sûr que ça donne beaucoup d'aide pour les entreprises pour peut-être avoir du courage et de l'audace pour se lancer sur des nouveaux marchés, lancer de nouvelles technologies. Mais ça peut aussi avoir un effet pervers parce que souvent, ces dollars-là, si on pense au PEX ou CanExport ou des choses comme ça, il faut investir l'argent à l'extérieur de sa compagnie. Et donc, on va aller voir une agence et on va dire, je peux aller chercher 100 000 $ de subvention. Mais la vérité, il faut que tu dépenses 200 000. Donc, il faut que tu mettes 100 000 de ta poche puis mettons 100 000 du gouvernement. Et c'est ces petits dollars qui peuvent être gaspillés si jamais c'est mal investi. Donc, faire attention, parfois, on veut profiter de ces subventions, mais on brûle aussi nos dollars. Et tu parlais de subventions, Cyril. Là, on parle, entre autres, CanExport, PEX. Il y a le PSCE également, je pense, présentement, qui était actif. Il devrait y avoir des dollars éventuellement. On enregistre au mois de mai, présentement, 2023. Il devrait y avoir des dollars devant nous. Je pense qu'il y a plusieurs programmes actifs qui peuvent être intéressants à regarder pour les gens, là. Ça pourrait peut-être même faire l'objet d'un épisode en soi, là. Effectivement, on se perd là-dedans. Je pense que le PEX a été rebaptisé dans le PSCE. Moi-même, je me mêle là-dedans. Mais oui. Et beaucoup d'entrepreneurs sont en attente que ce programme revienne en ligne. Effectivement. Et là, on revient au sujet. Le marketing, c'est également un chapeau qui est très large. Donc, d'aller voir une agence marketing pour dire on veut faire du marketing, c'est très large ça aussi. Donc, il faut comprendre la force des agences pour voir où est-ce qu'ils peuvent nous aider, pour voir si c'est le bon partenaire, mais il faut surtout voir est-ce qu'on est prêt à ce moment-là à faire affaire avec eux.
Ma perception, tu me corrigeras, Cyril, quand on développe un produit technologique, la première phase de marketing, c'est d'aller chercher son PMF, donc son Product Market Fit, donc ses premiers clients qui sont prêts à acheter la solution. Et cette phase-là, ça peut être un enjeu à ce moment-là pour quand on fait affaire avec une compagnie de marketing. C'est peut-être pas le meilleur stade à ce moment-là pour trouver un collaborateur marketing, si je me trompe pas, là. Absolument. Il y a une constellation d'agences. On peut en parler tout à l'heure. C'est très, très, très large, le mot agence. Mais si on est une start-up, on n'a pas encore bien peaufiné notre produit. On n'est même plus vraiment 100% sûr. C'est quoi les fonctionnalités clés? C'est quoi l'audience? Qui va payer quel prix? Donc, il n'y a aucun des éléments vraiment du marketing qui sont déjà établis. Une agence, ça peut être dangereux de faire affaire avec elle parce qu'on peut peut-être peser sur l'accélérateur et soit nous faire tourner en rond, soit nous faire rentrer dans un mur. Donc, oui, le product market fit, il faut le définir d'habitude avant d'approcher une agence. Et là, si on regarde ça sous un autre angle, on regarde peut-être l'angle de la maturité à ce moment-là d'une entreprise, il y a un certain niveau de maturité, je pense qu'il faut avoir du côté de la start-up pour commencer à considérer une agence avant même de choisir avec qui qu'on fait affaire, là. Absolument. Puis là, on prend le contexte d'une start-up. Donc, une start-up qui a peut-être beaucoup de moyens parce qu'elle est financée, là, une ronde de financement, mais qui est à ses premiers balbutiements d'un nouveau produit, un nouveau service. C'est une autre réalité que, mettons, une grande marque très, très établie qui veut développer un nouveau produit, un nouveau service dans une niche qui est déjà existante. Donc, une compagnie qui décide de développer un service dans une industrie qui existe déjà, elle veut juste se tailler une place. Même si c'est pour elle une nouvelle division, un nouveau service, elle peut faire affaire avec une agence. L'agence va avoir accès à énormément de données, énormément de recherches, va pouvoir les aiguiller. Mais une pure start-up qui part avec un produit qui est dans l'image dans son sous-sol, dans son garage, même si elle a beaucoup, beaucoup de fonds, c'est là qu'il faut prendre du recul et parfois l'agence, il faut avoir un peu de retenue. Et si on essayait de se poser une série de questions à ce moment-là par rapport à la maturité de où est-ce qu'on en est, à savoir si oui, il faut aller avec un partenaire marketing, quelles seraient un petit peu les questions qu'on devrait se poser ou que l'entrepreneur devrait se poser là, pour faire sa réflexion, là? C'est sûr où est-ce qu'on est dans quel stade du product market fit. Si on sait même pas s'il y a un besoin pour notre produit et service, ce qui arrive trop souvent pour les startups, il y a juste pas une demande pour notre produit et service. C'est clair que si on n'a pas réglé ce côté-là de l'équation, une agence ne pourra pas aider. Si on sait que le créneau existe, on sait qu'il y a une demande, on n'est juste pas sûr c'est quoi notre unicité, comment nous on va se prendre une part du gâteau. Alors là, c'est certaines agences vont nous aider. Des agences qui sont plus fortes en stratégie, qui ont accès à certaines bases de données, à certaines recherches, vont nous aider. Ce sera pas une agence média, par exemple, ou une agence purement de performance qui va investir vos dollars médias. Donc c'est pour ça que le premier élément, c'est au moins assurez-vous qu'il y a une demande pour votre produit. Ça, c'est la première étape clé pour faire affaire. Après ça, dépendamment du type d'agence, par exemple, si on va dépenser des dollars médias, on a un budget média. On a un brief, on dit on veut dépenser 500 000 $, 1 million, 10 millions, quel que soit le montant. Là, il faut arriver au stade de maturité où est-ce que on a déjà des KPI. On sait déjà, ou on a déjà une idée de si je mets 100 $ au début du processus ou un média, combien ça va me rapporter de l'autre côté. Si on n'a pas ça et qu'on demande à une agence de presser sur l'accélérateur, ben on va faire 1 million de dollars fois 0, ça donne toujours 0. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Donc, est-ce que ça pourrait être sage de dire qu'il y a potentiellement 3 phases de maturité au niveau marketing dans une organisation, dans une startup? La première, c'est la phase de découverte. Donc, est-ce qu'on a un product market fit? Mm-hmm. La deuxième phase, c'est on sait qu'il y a un product market fit, mais on ne sait pas trop comment apporter le message pour optimiser. Donc, j'appellerais peut-être la phase d'optimisation. Et la troisième, c'est la phase d'accélération. Un coup qu'on a vraiment une recette, là, à ce moment-là, il faut y aller à plus grand volume puis continuer à faire du fine-tuning. Est-ce que ça pourrait faire du sens de peut-être le compartimenter dans ces 3 étapes-là? Exactement. Donc, la première étape, comme tu l'as expliqué, c'est juste de s'assurer qu'on a du terrain pour avancer puis décoller. Et après ça, c'est la vélocité, la vitesse, la hauteur qu'on va aller. Parfois aussi, comme toute chose, il y a une taille, il y a un certain fit d'agences. Des agences vont nous aider à décoller, qui vont être hyper agiles, hyper efficaces, mais qui a un certain volume, certaines maturités de produits ou certaines maturités de marché. Si c'est une campagne nationale, c'est peut-être pas le même type d'agence qui va pouvoir nous accompagner que c'est quelque chose de très, très local. Et pour ceux qui nous écoutent, on parle de prouver son marché, de valider s'il y a vraiment un product market fit. Je vous réfère à l'épisode numéro 2
On parle du ratio CAC-LTV, qui est le coût d'acquisition client et le lifetime value. C'est un des ratios les plus importants en développement de produits que vous devez connaître si vous voulez développer un produit ou si vous en développez un présentement. C'est cette formule-là qui vous donne métriquement une valeur à savoir si vous avez trouvé votre product market fit ou pas, ou si du moins ça peut devenir un modèle économique viable. Donc, on pourrait à ce moment-là dire que si on commence à avoir un ratio CAC-LTV qui fait du sens, on a prouvé un petit peu notre product market fit et on pourrait à ce moment-là commencer à entamer les discussions avec des agences. Et souvent, c'est ces questions qu'on va poser. Dernièrement, je n'aimerais pas le client, mais les clients qui avaient une solution exceptionnelle, ça avait l'air merveilleux, ils avaient les budgets, tout semblait faire du sens. Et quand tu arrivais à ce calcul, c'est quoi votre coût d'acquisition, c'est quoi votre lifetime value, clairement, ça fonctionnait pas. Le coût d'acquisition et le lifetime value étaient le même montant. Donc, mettons $30, c'est le coût d'acquisition, puis ils pensaient pas que les clients allaient revenir plus qu'une fois. Donc, très, très rapidement, on s'est rendu compte qu'ils ont sauté une étape dans leur ils avaient pas la maturité pour mettre le pied sur l'accélérateur et dépenser du média parce que les mathématiques fonctionneront pas. Donc, si on se pose la question du côté du startup du client, je suis rendu dans mon product market fit, c'est quoi mon coût d'acquisition client, c'est quoi mon lifetime value? Et là, après ça, on essaierait de découvrir un petit peu c'est quoi les canaux marketing qui fonctionneraient bien. Est-ce que dans le fond, avant de faire affaire avec une agence, il faut avoir découvert peut-être un ou deux canaux qui fonctionnent bien, j'imagine, parce que si on veut avoir prouvé notre coût d'acquisition client, notre lifetime value, c'est ensuite qu'on commencerait à chercher un partenaire. Il y a plusieurs écoles de pensée. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des petites agences qui sont très, très agiles et qui vont pouvoir faire de l'expérimentation avec nous. Donc, dans ce cas-là, si on se trouve un pigiste ou une agence qui va vraiment vouloir être dans l'idéation avec nous et qui va nous aider à trouver c'est quoi ces canaux, mais c'est bien que c'est très important que quand on donne le mandat à l'agence, que ce soit ça le mandat soit clair, que on essaye de déterminer quel canal va pouvoir coller. Donc, on est dans un concept d'expérimentation et on n'est pas dans un contexte d'accélération. C'est très important de gérer les attentes en partant. Le danger, c'est qu'il y a des gens qui ils présentent des briefs qu'on appelle ou des hypothèses de performance à leur agence et ne leur disent pas que c'est des hypothèses. Ils leur disent pas que leur coût d'acquisition, c'est une hypothèse, que leur taux de conversion, c'est une hypothèse et que rien de ça a été validé. Donc, si vous présentez ça sur juste des hypothèses et que vous donnez le mandat à votre agence de presser sur l'accélérateur, eh bien, c'est là que les déceptions et que l'argent disparaît assez rapidement. C'est vraiment intéressant ce que tu dis là parce que vous êtes aussi bon que les données initiales qui vous ont été données. Là, s'il y a eu une non-transparence sur les vrais chiffres, c'est comme de se faire donner une auto et on dit que l'essence, elle est pleine dans le réservoir, mais finalement, en cours de route, on se rend compte qu'il y avait juste un quart d'essence. C'est sûr que c'est difficile d'amener le véhicule à destination, là. Ouais, et c'est pour ça que pour nous, ça semble un peu prétentieux. Je veux juste qu'on dise qu'on refuse beaucoup de mandats, mais c'est vrai que nous, on commencera pas un travail avant de faire un audit. On va valider les hypothèses des clients. On va même, parfois, juste valider les audiences. Ils sont basés sur quoi? Sur quoi ces hypothèses ont été basées? Parce que souvent, ce qui arrive, malheureusement, en 25 ans de carrière en médias, je l'ai vu, si jamais les performances ne sont pas au rendez-vous, l'agence va prendre le blâme. Et parfois, on est à blâme parce qu'on n'a pas fait l'exercice en amont de valider ces hypothèses. Donc, on va faire des audits, on va voir que les taux de conversion sont là, on va regarder les rapports précédents. Et parfois, on se rend compte que, OK, c'était juste des idées, c'était pas des données validées. Et c'est là qu'on se doit de faire une certaine mise en garde et une gestion des attentes en amont. Donc, c'est important également d'arriver avec la bonne donnée, les bons chiffres, d'être clair avec le partenaire, de penser à long terme, peut-être de travailler ensemble aussi. Sinon, ça peut clasher, là. Absolument. C'est triste des relations agence-client qui durent une saison. Les plus belles relations puis les plus beaux clients que nous avons et pour toutes les agences, c'est des relations qui durent 10 ans, 15 ans, qui durent dans la longévité. Et ça, c'est souvent basé sur une base de confiance, de transparence et on se dit les vraies choses et on réussit ensemble. J'aime ta philosophie, Cyril, parce que c'est la même chose chez nous. Faut se dire les vraies choses. Bullshit free zone, comme on dit de notre côté. Puis c'est ce qui fait des relations durables et solides à travers le temps. Absolument. Maintenant qu'on comprend un peu à quel endroit ou à quel stade qu'on devrait commencer à explorer la possibilité de travailler avec une agence, mais faut comprendre la game, faut comprendre également c'est quoi les types d'agences qui existent pour faire un bon choix, là. Donc, absolument, il y a une constellation. Donc là, dans le contexte de ce podcast, on se met beaucoup dans la peau de quelqu'un qui part une start-up. C'est vraiment ça, ou un nouveau produit, un nouveau service. Donc, c'est sûr qu'on peut pas couvrir c'est pas Hydro-Québec qui lance une campagne, c'est vraiment quelqu'un qui lance d'habitude un nouveau produit ou un service. Mais le mot agence
est immense. C'est des agences de publicité. Ils vont faire de la création, ils peuvent faire de la stratégie, mais c'est souvent axé pour faire de la pub à la fin de la journée. Il y a des agences plus de marketing de performance qui vont souvent faire beaucoup de médias. Chez nous, il y a le média, l'SEO, l'analytics, c'est ce qu'on appelle notre offre 360+. On trouve que ces trois éléments vont absolument ensemble pour aller chercher de la croissance ou de l'hypercroissance. Il y a des agences plus de com, il y a des agences de relations publiques, il y a des agences qui font des médias sociaux. Donc, c'est très important de comprendre aussi la constellation d'agences. Il y a aussi des agences qui disent tout faire. Et ça, pour moi, dans beaucoup de cas, il faut s'y méfier. Parce que c'est quoi l'expression qui dit Jack of all trades, master of none. Donc faut faire hyper attention. Souvent ces agences-là vont attirer les clients, mais éventuellement il faut en faire avec des agences en sous-traitance ou avec des pigistes. Pour certains clients, ça peut être correct. Peut-être c'est ça qu'elles veulent. C'est plus important pour elles d'avoir un point de chute que plutôt faire affaire avec différentes expertises. Mais c'est important d'être conscient avec quelle agence on fait affaire. Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez, suis-je prêt à le faire? Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, DEV le chiffre 2 CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. J'aime tellement ce que tu dis, ça me fait penser, j'ai la chance de beaucoup voyager dans des petites villes, des fois qui sont spéciales, puis j'ai rendu dans une petite ville, on arrive au seul restaurant de la place et le menu a 37 pages, et là tu fais, mon Dieu, puis il y aura rien de bon, parce qu'il y a trop de choses. Je pense que c'est un peu la même chose avec les agences. Rien, mais spécialité chinoise, sushi, là t'es comme, ouais. Dis, oh mon Dieu, ça va être un festin, là, tu sais, on sait que ça va être bon. C'est la même chose avec les agences, c'est un bon point. Il pourrait y avoir différentes catégories d'agences marketing, je pense au niveau pigiste, agence boutique, agence média, agence intégrée. Est-ce que c'est des choses que tu peux nous parler un petit peu, Cyril, de comment toi tu perçois ça, puis comment que ça peut s'imbriquer dans la discussion d'aujourd'hui, là? Oui, absolument. Donc, il y a... en ce moment, il y a un nouveau concurrent. Dans le portrait, il y a beaucoup de clients qui internalisent, qui font tout à l'interne. Il y en a qui font affaire avec des pigistes, il y en a qui font affaire ce qu'on appelle une agence boutique. C'est une agence qui est à taille humaine et qui va peut-être avoir des jack of all trades, qui est pas toujours mauvais. Genre, parfois, quand on est en mode startup, ça peut être intéressant d'avoir de pas faire affaire avec 8 agences différentes et d'avoir plus un généraliste. C'est pour ça que il y en a d'autres qui sont vraiment spécialisés. C'est surtout des pigistes là, ou vraiment des agences de 2-3 personnes qui vont pouvoir nous aider au stade de growth hacking, vraiment de pouvoir se mettre à la planche à dessin avec nous, être dans toutes les réunions et d'être capable de nous accompagner là-dedans. Je sais pas comment bien cadrer ce sujet-là, à part de dire que c'est important d'avoir une conversation avec les agences, de leur expliquer votre qualité. Au-delà du brief, souvent les briefs, c'est un document dans lequel on dit voici notre audience, voici nos objectifs, voici notre marché. Et beaucoup de clients, surtout en mode startup, ne sont même pas sûrs comment remplir ce document. Donc le plus important, c'est de parler aux agences, parler au président, au fondateur, avoir une conversation, partager la philosophie, vraiment être honnête sur les enjeux sur lesquels on vit et ensuite aller avec le meilleur fit que l'on ressent. Il y en a qui vont vouloir, dans certains cas, moi ce que je recommande, c'est que si vous avez des gros budgets et vous avez un besoin qui est très, très divers, vous savez que vous avez besoin de relations publiques, de médias sociaux, vous avez du e-commerce, c'est extrêmement large. Il est hyper important de vous outiller aussi à l'interne, d'avoir une tête marketing forte chez vous à l'interne. Parce que si vous-même, vous n'êtes pas à l'aise, c'est comme moi, je fais mes rénaux maintenant à mon chalet, puis j'amène des experts, je comprends rien. Franchement, je comprends rien. Ils pourraient me dire n'importe quoi, je comprendrais pas. Je rêve d'avoir une personne de mon côté qui s'y entend, qui peut déterminer le vrai du faux. Donc, c'est pour ça que si vraiment vous avez beaucoup de budget ou si vous devrez couvrir un terrain qui est très, très large dans le spectre du marketing, avoir une tête forte à l'interne, ça peut vous rapporter énormément d'argent dans le futur. J'aime ce que tu dis là parce que ne pas connaître un sujet peut coûter extrêmement cher. Et dans le cadre d'une start-up, chaque dollar est important. S'il n'y a pas quelqu'un, effectivement, qui a une bonne tête au niveau marketing dans la start-up, ça se peut que ça coûte cher au final parce qu'on n'est pas capable de s'assurer que les gens de l'extérieur font bien leur travail, qu'ils sont bien alignés avec les objectifs et que les objectifs sont bons aussi. Si je peux me permettre une tangente là-dessus, parce que c'est un point qui est très, très important. Le choix de l'agence est souvent aussi encore plus important. C'est la personne qui prend la décision de choisir l'agence. Et je
catalogue parfois les personnes qui se font recruter. Il y en a qui ont des CV qui sont basés beaucoup sur des prix qu'ils ont remportés ou sur donc le CV shine beaucoup, il est très bien marketé, mais les accomplissements sont peut-être pas nécessairement là. Donc il y a des directeurs marketing de carrière que j'appelle qui sautent d'une compagnie à l'autre, mais que la compagnie elle-même ne prend pas le temps de regarder vraiment les accomplissements. Vraiment, ils ont-tu gagné des parts de marché? Ils ont-tu fait lever des produits? Est-ce que ça a collé? Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Est-ce que je peux les appeler des ramasseurs de trophées? C'est une tendance. Il y a des agences qui sont spécialisées dans gagner des prix. C'est rien de mal de gagner des prix, mais là, c'est leur spécialisation de gagner des prix. Et quand tu travailles du côté des agences, tu vois que souvent les prix, ça peut être de la poudre aux yeux. Et souvent, ce que je dis, ne soyez pas éblouis par ces prix-là. C'est vrai que ça peut être bon pour votre carrière, de dire j'ai gagné des prix, j'ai ramassé des trophées. Mais en bout de ligne, est-ce qu'ils ont gagné des parts de marché? Est-ce que leur compagnie existe encore aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont eu un succès commercial? Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça. Et souvent, on est ébloui par les trophées, on est ébloui par le CV. Mais à la fin, ce qui est beau en marketing, c'est que souvent, on peut prouver. On peut pas cacher la performance d'un succès d'une marque ou d'un produit. Donc, faut pas sauter cette étape. Et on avait une discussion intéressante de la définition d'une agence. Puis là, il y en a qui ont des agences puis qui vont grincer des dents, nous entendre dire ce qu'on va dire là. Puis tu as toujours un straight talk, Cyril, de ton côté, puis je t'admire pour ça. Une agence, on se cachera pas, c'est une coquille. C'est une coquille qui embauche des humains, qui relie des humains. Et il y a quand même un certain roulement de professionnels dans n'importe quelle entreprise. Le combat est féroce dans les agences. Il y a quand même un certain roulement de personnel. Fait qu'il faut quand même, dans la sélection de son partenaire, peut-être jeter un petit coup d'œil à ça. Puis je pense jeter un coup d'œil à qui seront les humains qui devraient travailler sur le dossier en collaboration avec nous, parce que c'est pas nécessairement parce que le vendeur est bon que les gens qui vont exécuter sur notre dossier par la suite le sont, là. Écoute, c'est le nerf de la guerre. Une agence est une coquille. On est une coquille avec une philosophie, avec des valeurs, avec un track record, mais il y a des agences qui ont des équipes qui font des pitchs. Et après ça, une fois que le pitch est gagné, ils recrutent des gens qui sortent de l'école et qui font la job. C'est une absurdité, mais c'est le modus operandi de beaucoup d'agences de services. On va les former, on va leur donner leur chance, etc. Mais il y a quasiment personne de senior autour de la table. Donc ça, c'est hyper efficace pour gagner des mandats. Mais de plus en plus, les clients sont éduqués là-dessus. C'est quelle va être mon équipe. Je veux savoir quelle va être mon équipe. C'est quoi leur track record. Ça fait combien de temps qu'ils sont là. Et ça, c'est hyper important. Effectivement, dans notre industrie, je pense que le rapport l'année dernière est sorti dans notre industrie, c'est au-dessus de 35% de taux de roulement. Parfois, il y a des agences, c'est que c'est 45%, 50% de taux de roulement. Et c'est très, très difficile. Chez Dialecta, c'est nos copies qu'on suit le plus proche. Je veux pas trop m'en vanter qu'on a un beau taux de roulement aujourd'hui parce que on a toujours peur que ça va changer de côté. Mais en ce moment, on a un taux de roulement qui graphite autour des 15%. Même ça, je trouve que c'est élevé. Mais c'est vrai que c'est hyper élevé dans notre industrie. Il faut s'assurer à la fin c'est qui l'équipe avec qui vous allez travailler. C'est ça qui est le plus important. Parce que c'est un gros facteur qui va prédire le succès ou le potentiel de réussite d'un projet. Fait que n'hésitez pas à demander le Office Vibe pour voir le vrai taux de roulement. Ça une bonne idée. Ça n'a jamais été demandé. Mais ouais. En quoi, Cyril, c'est important de vérifier ou de choisir la taille du partenaire avec qui qu'on voudrait faire affaire ou qu'on devrait faire affaire? Ben, c'est comme tout. Que ce soit une compagnie de finance ou une compagnie, un bureau d'avocat, même chose pour les agences. Il y a des agences qui, en bas de $1 million d'honoraires par année, ne vont pas travailler avec vous. Ou s'ils le font, moi, j'ai peut-être une anecdote à raconter. Je vais cacher le nom du client. Il y a une marque avec laquelle on travaille depuis plus de 9 ans. Super résultat. Exceptionnel. Et le client, il y a un nouveau VP marketing qui arrive là et qui nous dit, écoutez, vous avez des super résultats, tout va bien, mais je vais travailler avec une autre agence parce que c'est mon ami. Et il a été super honnête. Il me l'a dit. Puis, j'ai vraiment remercié pour sa franchise. Ça fait mal à toute l'équipe, là, qui disait, ben voyons, ça va tellement bien. Mais moi, ce que je disais à ce client-là, je dis, la grosse agence que tu viens de choisir, regarde le monde qui sont sur ton compte, sont là depuis 5 ans. La grosse agence que tu viens de choisir, d'habitude, ils touchent même pas à des budgets de ton niveau. Donc, puis là, c'est une petite mise en garde pour dire, ben, quelles ressources ils vont mettre s'ils ont l'habitude de gérer des budgets d'1 million et plus d'honoraires et tu arrives avec un budget de 100 000 $ d'honoraires, par exemple, ben, ça peut te faire mal en bout de ligne parce que tu vas être un petit poisson dans un grand bocal. Puis ça peut être très dangereux. Même chose du côté inverse, d'être un gros poisson, un gros client qui a besoin d'une équipe de 20, puis l'agence est 15
15 personnes, incluant les dirigeants et les personnes à la comptabilité, ben tu prends un méchant gamble. Ça peut fonctionner. Il y a des agences qui sont nées à travers des cas exceptionnels de clients qui ont eu confiance puis qui leur ont donné une chance, mais c'est vrai que c'est un risque. Il faut calculer ce risque-là. Très intéressant, Cyril. Est-ce qu'il y a autre chose que tu rajouterais dans la sélection d'agences par rapport au type ou qu'est-ce que les gens devraient se poser comme question ou comme réflexion? Ben encore là, qu'est-ce que vous avez besoin? En bout de ligne, il y en a qui sont... si vous avez un expert à l'interne qui en a déjà vu, qui a déjà travaillé avec des agences, peut-être qu'il sait déjà, j'ai besoin d'une agence qui va faire du média, du SEO, puis l'analytique. C'est très, très clair dans son esprit. Si vous êtes juste un dirigeant d'entreprise qui dit, ben moi, je veux juste gagner des parts de marché, j'ai besoin d'être orienté, dans ce cas-là, c'est intéressant d'avoir un consultant qui n'a pas de parti pris, qui vous aide, un expert. Il y a ce qu'on appelle des CMO on demand, des Chief Marketing Officer on demand qui vont peut-être vous aider, mais qui n'ont pas de parti pris. C'est très important de faire ça pour dire, hey, aiguille-moi. Ou si il y a un dirigeant d'agence à qui vous avez confiance, mais que vous pouvez rencontrer puis dire, aiguille-moi de manière idéalement le plus impartiale possible. C'est correct de pas savoir. Une des questions qui peut être importante de se poser avant de faire affaire avec une agence de marketing, c'est est-ce que j'ai déjà travaillé avec une agence de marketing? Parce que ça va changer beaucoup la donne ou la philosophie ou la compréhension de tout l'écosystème, là. Absolument. On voit tout de suite des clients qui ont jamais travaillé avec des agences et ceux qui, c'est juste une nouvelle agence qui choisissent. Donc, ça vient d'une certaine dynamique, une agence et du monde qui surtout une agence de performance, c'est celles qui font du média, du SEO et de l'analytics. On est hyper rodé. Il y a un moment pour faire de la stratégie et pour prendre du recul, réfléchir, et il y a un moment pour exécuter. Et là, il faut être hyper efficace dans l'exécution. Et il faut comprendre cette valse-là, cette énergie-là, cette façon de travailler. Il faut comprendre aussi que plusieurs agences, selon la taille que vous avez, il faut comprendre que vous n'êtes pas le seul client. Donc, il faut, dans certains cas, être respectueux de cette réalité-là, puis se donner une cadence de travail. Ou est-ce que il y aura toujours des urgences? Il faut toujours que l'agence réponde aux urgences. Mais c'est vrai qu'il y a des clients que pour eux, l'urgence, c'est tous les jours, tout le temps, alors qu'il n'y en a pas. Et ça peut, c'est important qu'on choisit l'agence. Si on l'a jamais eu avant, on comprend pas qu'ils ont leur réalité, ça peut brûler des relations. Alors qu'il y en a d'autres qui ont des expériences. De l'autre côté du spectre, beaucoup d'agences se méfient des clients qui changent d'agence à chaque année. Nous, on a gagné un mandat immense et finalement on s'est rendu compte dans le processus, on s'est rendu compte que l'agence sortante, celle qui se faisait sortir, n'avait même pas été avisée qu'elle sortait à 1 mois du projet. Puis nous, c'était une immense flag. On s'est retiré du projet parce qu'on n'était pas à l'aise de cette réalité. On dit, et ils avaient changé aussi presque à chaque année avant. Donc on dit dans 1 an, c'est notre réalité. Donc savoir s'ils ont déjà travaillé avec une agence. Si vous avez déjà travaillé avec une agence, il y a peut-être un ajustement de culture qui est nécessaire. Et de l'autre côté, du côté des agences, si vous voyez que vos clients changent toujours d'agence, c'est peut-être un flag pour vous aussi. Et je pense que ça sert probablement pas personne de changer à chaque année parce qu'il doit y avoir un certain délai avant d'atteindre une pleine vélocité entre le client et le partenaire, de connaître la compagnie, connaître le pitch qui vient avec. Il doit y avoir un certain délai. Si on change à chaque année, on recommence à zéro, là. Oui, il y a un problème de fond qui n'est pas adressé. On jette de l'argent à un problème et on n'adresse pas le problème. J'ai des leads, mais les leads ne convertissent pas. Mon agence ne m'apporte pas des leads de qualité. OK, ben ça se peut. Puis là, t'as l'autre agence qui dit, moi j'ai d'autres idées, je pense que je suis capable de chercher des leads de qualité. Là, l'autre agence arrive, mes leads sont pas de qualité. OK, là, t'as une autre agence. Ça continue, la valse continue. Ben, peut-être qu'il y a un problème dans ton product market fit. Peut-être que ton produit, les gens n'en veulent pas. Peut-être que il est trop cher. Peut-être que il y a peut-être une question de fond à adresser. Puis c'est pas juste en changeant d'agence que tu vas adresser ce problème de fond. Et parfois, les agences peuvent t'aider à réfléchir là-dessus. Mais il faut les inviter à la table de réflexion par rapport à ça. Ça peut arriver que l'agence est plus sur le banc des accusés. C'est plus facile de mettre le blâme. Et souvent, c'est que le directeur marketing perd sa job en même temps. Puis on dit, c'est la faute du directeur marketing, puis c'est la faute de l'agence. Et ça arrive avec des concurrents, ça arrive avec nous. C'est souvent, on gagne des mandats grâce à ça. Parce que le directeur marketing s'est fait flusher, mais après ça, la réalité rattrape pour dire, OK, non, il y a un problème de fond qui n'est pas quelle cible média je dois choisir ou quelle stratégie média adopter. Il y a quelque chose plus de fond qu'il faut regarder en pleine face. Pour quelqu'un qui cherche une agence aujourd'hui, là, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour savoir si cette agence-là ou ce partenaire-là est là pour les intérêts du client ou juste pour ses propres intérêts? Je sais pas c'est quoi le secret pour ça. Je pense que c'est les références. Parler à des références et des gens de métier. Dans le sens où quand je dis des gens de métier, c'est des gens... Je vais donner un exemple. Nous, environ 100% de toute la business qu'on reçoit, c'est des références. Mais un jour,
moi, je suis assez difficile quand je négocie du média. Là. Ça fait longtemps que je négocie plus du média, mais j'étais très difficile dans la négociation média. Et je n'étais pas invité dans beaucoup de parties parce que j'étais la personne qui négocie les taux peut-être un peu trop. Mais souvent, je recevais des références de clients. C'était l'ami de quelqu'un qui travaillait auprès d'un média. Et cette personne-là, qui peut-être m'invitait pas à un party, me référait son ami qui se lance en affaires. Et ça, je trouvais que c'est un beau gage de confiance parce que ultimement, on est là pour les résultats du client. Mais après ça, comment faire pour vraiment le savoir? Il faut parler à des gens qui ont travaillé avec eux, des gens de confiance. C'est très difficile. Surtout si l'agence est bonne en marketing, elle est bonne pour se marketer, où elle a gagné plein de concours, elle a des rangées de trophées. Ultimement, est-ce que les objectifs d'affaires sont atteints? Ça, c'est vraiment des références directes qu'il faut avoir ça. Il y a un élément au niveau de transparence, je pense qu'il faut surveiller parce qu'il y a beaucoup d'agences présentement qui vont maquiller des rapports, qui vont rajouter des frais cachés, qui sont tellement cachés que le client ne le voit pas. Donc, posez des questions, vérifiez avec les références, assurez-vous que d'aller chercher le plus d'informations pour vous assurer. Je pense que l'agence est transparente réellement dans le dossier et qu'elle manage pour vous, là. Oui. Il y a une loi en France qui interdit à une agence de prendre une cote cachée. C'est vraiment une loi qui est sanctionnée. Il n'y a pas vraiment cette loi au Canada. C'est un peu basé sur l'éthique et la plupart, beaucoup d'agences quand l'ère du programmatique est arrivé, mettaient des frais de 200%. Vraiment 200%. Genre, wow. Ils achetaient même plus. Ils achetaient l'inventaire à $3 et ils le revendaient à 15. Donc, c'était 500%. Donc, c'est incroyable et c'est malheureux parce que le client n'a pas de visibilité là-dessus et c'est très difficile à prouver. Et même les références, parfois, ne le savent même pas. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été... et c'est très difficile de l'adresser dans l'industrie parce que beaucoup de joueurs... Maintenant, ça se fait moins parce qu'il y en a qui sont fait pogner. Puis, de plus en plus de clients sont éduqués. Il y en a même qui demandent d'auditer les comptes. Il y en a de plus en plus qui demandent de travailler dans leur compte à eux. Comme ça, c'est beaucoup plus difficile de masquer des coûts. Chez nous, chez Dialecta, les clients sont propriétaires de leur compte publicitaire, surtout leur compte Facebook, leur compte Google. On voit trop souvent que quand un client quitte une agence, on voit ça souvent, l'agence dit, t'as pas le droit de récupérer ton compte Google. T'as pas le droit de récupérer ta donnée. T'as pas le droit de récupérer ton compte Facebook. Et ça, c'est dans l'entente en amont qu'il faut valider ça, même qu'en cours de campagne, qu'ils aient le droit d'auditer. Ça se peut que votre agence vous dise que t'as pas le droit de toucher à la campagne. Ça, c'est quelque chose que nous, on n'aime pas, qu'il y a deux personnes en cuisine en train de changer la recette en cours de route. Ça, c'est correct. Mais de ne pas avoir une certaine visibilité sur les coûts, ça peut se négocier en amont. Bien intéressant, Cyril. Est-ce qu'il y a autre chose sur le sujet que tu aimerais ajouter aujourd'hui? C'est sûr que comme je dis, c'est une constellation, le monde des agences, l'univers marketing. Parfois, il y a tellement différentes formules qui peuvent fonctionner au sein d'une seule et même agence. Il y a plusieurs approches qui peuvent fonctionner. Donc, l'objectif, c'est une conversation. Je pense qu'une chose à la fin de la journée, c'est une conversation peut-être avec les dirigeants ou des personnes qui vont s'occuper de votre compte. N'ayez pas peur de rentrer dans les détails. Trop souvent dans notre industrie, on utilise des termes pour perdre le client. L'expression que j'utilise souvent parce que quand je vois des gens faire ça, I call it out. C'est if you can convince them, confuse them. C'est n'arrive pas à les convaincre, confonds-les. Puis c'est la façon de faire avancer le dossier. Si vous sentez que vous êtes mêlé, vous êtes perdu, que l'agence vous jette des termes, puis que vous êtes dans un tourbillon, soyez pas gênés de demander un petit recul puis de demander que ce soit simplifié pour que vous compreniez. Bien intéressant. Parlant de Dialecta, Cyril, j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu ce que vous faites chez Dialecta pour le bien de nos auditeurs. On a eu la chance, nous, de collaborer ensemble et on a été très satisfaits. On entend des bons mots sur vous dans l'industrie. Fait que je serais, si tu veux, expliquer un petit peu là, qu'est-ce que Dialecta puis comment tu peux peut-être aider les gens qui nous écoutent. Nous, on est une agence marketing de performance. On appelle notre service le 360+. Donc, c'est du média 360. Ça veut dire tout ce qui est offline, parfois qu'on appelle télé, affichage radio ou numérique. Mais ça inclut aussi l'analytics. Donc, le cœur de notre offre de service, c'est que tout est mesurable et le SEO. Donc, on pense aujourd'hui n'importe quel client qui fait du SEM, de l'achat Google AdWords ou Bing, doit absolument avoir du SEO sous le même chapiteau, la même offre de service. Ça, c'est l'offre de service de Dialecta. La plupart des contrats que nous recevons viennent de références. Pourquoi? Parce qu'on fait pas de création. On fait pas de site web. On fait pas, donc très, très rapidement, quand il y a des clients qui viennent à nous, s'ils viennent directement par la porte de Dialecta, il y en a plein qu'on accueille en direct. Mais ce qu'on va dire, c'est bon, est-ce que ton site convertit?
Est-ce que ton message est clair? Est-ce que tes créatifs sont compris par ton audience? Et si c'est pas le cas, on va les rediriger vers des partenaires parce que nous, on peut pas presser sur l'accélérateur qui est le média, investir du média, si on n'est pas sûr que le reste de l'écosystème est sain. Donc, c'est pour ça que nous, beaucoup de nos références de mandat viennent d'autres agences de création qui disent « Hey, on a fait une super campagne, le message est clair, le site web, il convertit, il est beau. Maintenant, aidez-nous à gagner des parts de marché, à sortir du lot. » Et c'est là que notre muscle, qu'on monte nos muscles, puis on dit « OK, il faut qu'on détonne, il faut qu'on sorte des sentiers battus. Si tout le monde achète, par exemple, les mêmes mots-clés, si tout le monde fait les mêmes placements, si tout le monde parle sur le même ton, tu gagneras pas de part de marché. Tu vas te battre à armes égales. Donc, nous, notre force, c'est d'innover dans ces sphères-là, mais on reste quand même une agence assez niche dans notre offre de service. Vraiment intéressant. Si vous voulez en savoir plus sur Dialecta, donc Dialecta avec un K.com. Également, vous pouvez rejoindre Cyril, j'imagine, par LinkedIn, Cyril? Absolument. Fantastique. Donc, CYRIL-CHAIB. Et voilà, par LinkedIn directement, n'hésitez pas à entamer une petite discussion avec Cyril qui va être, je pense, très bien positionné pour vous aider et vous aiguiller devant tout ça. Dernier petit mot de la fin, Cyril, avant qu'on se quitte, êtes-vous à la recherche de quelque chose, nouveaux joueurs dans l'équipe, un client dans une industrie spécialisée? Tous les clients qui sont axés performance, qui sont prêts à la croissance, qui pensent qui ont leur product market fit et qui sentent qu'ils veulent une nouvelle vélocité, au nouveau niveau de vélocité dans leur succès, c'est sûr qu'on veut leur parler. Et bien sûr, du talent. Bien que notre taux de roulement est très, très bas, c'est l'honneur de la guerre. Pour moi, si on a les talents, les clients vont venir. Donc, s'il y a des bonnes ressources, qui ont les valeurs à bonne place, qui n'ont pas peur de sortir des sentiers battus, cogner à notre porte. Fantastique. Merci encore, Cyril, pour ton généreux temps encore aujourd'hui. Et pour tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à bientôt. Merci. Voici le résumé en rafale de ce que je retiens de ma discussion avec Cyril. Premièrement, validez si vous êtes encore dans la phase d'expérimentation versus la phase d'accélération. Généralement, c'est dans la phase d'accélération que le partenaire marketing aura le plus d'impact. Une agence, c'est une coquille avec des valeurs et des processus. Donc, en ce sens, assurez-vous que le partenaire avec qui vous allez travailler a un bon taux de rétention de ses humains. C'est un facteur qui est directement lié au succès de votre propre succès. Également, soyez franc sur vos chiffres et où vous en êtes. Sinon, vous positionnez le partenaire dans une mauvaise position pour vous aider. Choisissez le bon type d'agence parce qu'il existe plusieurs types d'agences. Donc, assurez-vous de connaître les différents types d'agences. Choisissez également la bonne taille d'agence. Assurez-vous de ne pas être un petit poisson dans un énorme lac. Vérifiez les références et assurez-vous de gérer la relation dans le but de bâtir un partenariat à long terme. Cela va vous servir au bout de la ligne. Donc voilà, merci à tous d'avoir été les nôtres cette semaine. N'oubliez pas que nous produisons ce contenu gratuitement pour vous. Notre récompense, c'est votre partage ou votre abonnement et ou commentaire sur les différentes plateformes de balado. Si cet épisode de podcast vous a plu, donc aidez-nous en le partageant sur les médias sociaux ou en vous abonnant ou en laissant un petit commentaire. Donc, je vous invite à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. À la semaine prochaine.